démarrer, je vais laisser la parole à Valentin Baudouin, vice-président de la Chambre d'agriculture, qui va introduire notre webinaire d'aujourd'hui. Bien, bonjour à tous et merci de suivre ce webinaire sur la filière lait organisé par la Chambre d'agriculture du Loiret. Donc, comme l'a dit Muriel, je suis vice-président de la Chambre d'agriculture du Loiret, éleveur laitier à Aigris, au nord du département, avec un élevage de 125 vaches laitières. En tant que responsable du comité élevage de la Chambre d'agriculture, je suis les orientations relatives à l'élevage et j'assure le lien avec la coopérative Alizé. C'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir de vous faire l'introduction de ce webinaire. Le Loiret est l'un des 3 départements producteurs de la région centre et compte aujourd'hui 98 éleveurs de plus de 10 vaches qui détiennent à eux 6 750 vaches laitières. La race dominante reste la Primolstein à 90%. On observe depuis 10 ans une réduction des producteurs de lait, une diminution de 52% en nombre d'exploitations, alors que le nombre de vaches a diminué, lui, heureusement, seulement de 6,5%. Il y a eu également 13 installations aidées sur ces 10 dernières années. Dans le cadre du projet Osons l'élevage dans le Loiret, un projet qui réunit plus de 35 partenaires autour d'une ambition commune, le développement de la polyculture élevage et le maintien des éleveurs dans le Loiret, la Chambre d'agriculture et Alizé ont souhaité porter un projet spécifique à la filière laitière du Loiret, Ambition lait 2030. Pour commencer, et afin de mieux connaître la filière et les problématiques ou les projets des éleveurs, des entretiens ont été menés en 2020 et 2021 dans le cadre de Loiret Écoute Active, un dispositif qui est cofinancé par le Conseil départemental et la Chambre d'agriculture. Plus de 60% des éleveurs ont été rencontrés. La filière locale présente des atouts, notamment avec la présence de plusieurs laiteries pour assurer la collecte. La laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel, Sodial, la coopérative Sodial, donc Tribalarian, voilà, tous signataires de la charte Osons l'élevage, ainsi que d'autres partenaires de la filière, tels que le CRIEL, GDS et autres organisations. Voilà. L'objectif de ce webinaire est de vous présenter en 1 heure les opportunités locales de la filière lait et de démontrer l'intérêt d'un système de polyculture élevage avec cette production et de réaliser un zoom sur la production en agriculture biologique. Il s'agit du 4e d'une série de webinaires Osons l'élevage qui vous sont proposés depuis mi-novembre. Pour plus d'infos, je vous invite à consulter le site internet de la Chambre d'agriculture ainsi que la chaîne YouTube où vous retrouverez ces présentations et des témoignages d'éleveurs. Je passe maintenant la parole à Muriel Delahaye, animatrice du projet Osons l'élevage, et je reste connecté pour répondre à vos questions si besoin. Je te laisse la parole, Muriel. Merci Valentin. Donc, au cours de ce webinaire, du coup, nous allons vous présenter les éléments clés en fait, de la filière bovin-lait. Également, une partie sur l'élevage bovin-lait, une opportunité locale, les différents atouts de cette filière, le point de vue des laiteries qui sont présentes aujourd'hui pour témoigner, et également le témoignage d'un éleveur, Alexandre Berruet, qui prendra la parole au cours de cette partie du webinaire. Et pour terminer, nous rentrerons sur des données, des indicateurs technico-économiques autour de l'élevage bovin-lait, plus spécifiquement en filière bio. Donc, pour vous présenter l'ensemble de ces éléments, nous avons plusieurs intervenants. Lisa Delesse, qui est conseillère à Alizé, Agathe Cole, qui est animatrice du dispositif Loiret Écoute Active à la Chambre d'agriculture, Jacques Sicot, pour la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel, Benjamin Petit qui présentera la laiterie, les opportunités de la laiterie coopérative Sodial, Charline Braque pour la laiterie Tribala, Alexandre Berruet, donc éleveur laitier, qui témoignera de son expérience en tant qu'éleveur, et moi-même qui suis animatrice du projet Osons l'élevage, comme Valentin vous l'a présenté. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Lisa pour vous présenter quelques chiffres clés, pour que vous ayez en fait vraiment une idée de la filière bovin-lait au jour d'aujourd'hui et donc des évolutions du marché. Bonjour à tous.
Donc, effectivement, pour commencer, quelques chiffres à retenir sur la filière. La France est aujourd'hui donc, le deuxième producteur européen de lait derrière l'Allemagne et le 7e producteur à l'échelle mondiale. Donc, avec en tout 52 000 exploitations qui ont livré du lait de vache en 2020, avec 3,5 millions de vaches laitières pour une collecte au total de 23,8 milliards de litres. Et donc, cette collecte qui est répartie à 54% par des coopératives et 46% par des entreprises privées. Ce lait, il est destiné donc, pour les 3/4 à une transformation en produits laitiers, donc lait de consommation, yaourt, desserts lactés, etc. Et pour 1/4 pour des produits intermédiaires, donc poudre de lait, lactosérum, donc des produits plutôt à destination du secteur alimentaire, pharmaceutique et chimique. Donc, sur le territoire français, les grands bassins de collecte se situent, comme vous pouvez le voir sur la carte du haut, plutôt sur le Grand Ouest, le Nord et puis la région Rhône-Alpes, avec une dynamique plutôt positive sur ces bassins. La région Centre, quant à elle, est un plus petit bassin de collecte, puisqu'elle représente à peine 2% de la collecte nationale, mais avec une dynamique relativement stable, on va dire, comparée à des régions telles que le Sud-Ouest, où là, le déclin de la collecte laitière est beaucoup plus marqué. Donc, la collecte sur ces 20 dernières années, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, d'abord, on a eu une baisse importante du nombre d'exploitations, une restructuration très importante de la filière, donc une baisse du nombre d'exploitations, mais une collecte moyenne par exploitation en forte augmentation, ce qui fait que la collecte totale sur la France a fortement augmenté grâce à l'intensification des systèmes et au progrès génétique, ce qui a permis de produire plus de lait par exploitation. Donc, c'est une filière qui est quand même très tournée vers l'export. La balance commerciale des produits laitiers français est excédentaire d'un peu plus de 3 milliards d'euros, donc avec 6,6 milliards d'euros de produits laitiers qui sont exportés, et donc avec principalement des produits tels que le lactosérum, les poudres infantiles, dont les Chinois sont très friands, le beurre, la poudre de lait écrémé et certains fromages. Donc, la production laitière subit beaucoup la volatilité des marchés. Mais sur ces 3 dernières années, le prix du lait, donc en 2019, le prix du lait standard conventionnel a atteint le prix de 335 € des millilitres. On avait perdu 6 € en 2020. Et en 2021, donc dans un contexte de hausse marquée des cours et d'une offre assez limitée, le prix du lait est en nette augmentation, notamment depuis la fin du premier trimestre. Quelques chiffres maintenant donc, sur la filière bio. La filière bio, donc, en 2020, c'était 1,1 milliard de litres collectés, ce qui représentait 4,6% de la collecte française, avec 4 000 producteurs de lait de vache biologique. Et donc 243 000 vaches laitières en bio, ce qui représentait 7% du cheptel national. Donc, sur les 10 dernières années, le développement des ventes s'est fait de manière continue sur les produits bio, avec notamment une accélération notable à partir de 2018. Cependant, depuis la fin du premier confinement environ, donc en 2020, la consommation n'est plus aussi dynamique et on a même un recul sur l'ultra frais depuis maintenant un an et demi. Donc, on voit bien sur cette courbe que jusqu'en 2018, la collecte, qui est ici donc en vert, suivait plutôt bien la courbe des fabrications, qui est ici en orange, même si on avait déjà subi une petite crise en 2013 avec une collecte qui était supérieure au volume fabriqué. Mais donc, depuis 2018, la collecte a fortement progressé et commence à se détacher de la courbe des fabrications,
avec notamment un problème de valorisation de la matière protéique, voire même en légère baisse sur 2021. Et donc, au niveau des conversions, donc, fin 2022, d'après les volumes qui va atteindre 1,35 milliard de litres en 2022, soit plus de 22% par rapport à 2020, et ce qui représenterait environ 6% de la collecte totale. Donc, on a vraiment changé d'échelle sur la filière. Donc, ce qui est à retenir sur la filière laitière, donc, en 2021, on a globalement un manque de dynamisme de la production laitière chez les principaux producteurs mondiaux et des exportations qui sont portées par la hausse de la demande, et notamment de la Chine, ce qui fait que le prix du lait atteint actuellement des niveaux inégalés depuis les années 2013-2014. Attention toutefois donc, à la hausse des coûts de production, avec la flambée des prix, notamment des céréales, des tourteaux qui vont faire monter les coûts alimentaires et le prix également des énergies. Sur la filière laitière bio, donc, elle s'est développée au rythme des vagues de conversion et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a récemment changé d'échelle. L'enjeu sera donc de retrouver un équilibre, notamment de trouver un équilibre au niveau de l'utilisation de la matière utile pour répondre à la demande avec un développement cohérent de l'offre pour essayer de maintenir un prix qui permet de faire vivre l'ensemble des producteurs en bio. Merci Lisa pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions, j'en ai pas bien repéré pour l'instant, donc je vous propose de continuer sur la présentation. Il y aura d'autres moments pour poser les questions si vous le souhaitez, donc surtout ne pas hésiter à intervenir. Donc, pour continuer, l'élevage laitier, vous allez le voir, est vraiment une opportunité locale. Et je vais, pour commencer, laisser la parole à Agathe, qui va nous présenter qui va nous faire un retour sur les différentes spécificités des élevages départementaux. Comme il a été dit en introduction, 67 entretiens perspectives ont été réalisés en 2020-2021 dans le cadre du dispositif Loiret Écoute Active, ce qui représente un petit peu plus de 60% des élevages du département. Et donc, ces entretiens étaient en fait entre enquête et écoute active des problématiques et des projets des éleveurs. Ils ont été analysés cet automne, et donc ils nous permettent d'avoir quelques données sur les élevages du Loiret. Je vais vous présenter quelques éléments. Il y en a d'autres éventuellement dans l'enquête, mais qu'on ne peut pas présenter pour ce webinaire compte tenu du temps. Donc, ce qu'il faut retenir sur les élevages départementaux, c'est qu'on constate toujours une majorité de formes sociétaires, avec une majorité de GAEC, et donc plusieurs associés par exploitation, environ 1,8 unités de travail humain, comme on dit, et 37% des exploitations présentent un salarié permanent. Mais si on inclut notamment les apprentis, les stagiaires, la main-d'œuvre temporaire et également la main-d'œuvre familiale très présente, on atteint donc plus de 68% des exploitations qui ont une main-d'œuvre supplémentaire en plus des associés. On compte 16% de femmes parmi les éleveurs laitiers et la moyenne d'âge des exploitants est de 47 ans à peu près, ce qui est un petit peu moins de la moyenne départementale des agriculteurs. Les élevages départementaux sont des formes, des systèmes finalement assez différents, notamment quand on observe les SAU et les surfaces fourragères principales. Donc, on a la majorité des exploitations ont plus de 50% de leur surface couverte par des surfaces fourragères, avec des cultures différentes en fourrage, des prairies et le maïs en silage qui représentent encore plus de 85% des systèmes, mais également des cultures comme le métail, le mois, les dérobés et aussi la luzerne. On a la moitié des exploitations qui bénéficient d'irrigation, ce qui est un atout, l'atout principal pour celles-ci. Et puis, par contre, un frein pour celles qui n'en disposent pas, notamment pour les exploitations en recherche d'autonomie alimentaire ou d'adaptation face aux aléas climatiques.
Alors, pour commencer un petit peu sur cette diapositive, ce qu'il faut retenir maintenant en ce qui concerne la production laitière départementale, on a des cheptels pour le panel, un cheptel moyen de 78, à peu près 80 vaches laitières par exploitation, et puis une productivité donc, à un peu plus de 8000 litres de lait produits par vache et par an. Dans les faits, les troupeaux sont en fait de 16 à plus de 300 vaches laitières et puis des productions annuelles par exploitation qu'on a observées de 100 000 litres de lait à plus de 2,5 millions de litres de lait par an. Je vous propose maintenant de regarder le petit graphique qui vous parle en fait de l'importance de l'atelier laitier sur les exploitations agricoles. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que pour 90% des élevages, l'atelier lait représente plus de 50% du chiffre d'affaires de l'exploitation, avec donc un chiffre d'affaires moyen pour l'atelier lait, autour de 73% du chiffre d'affaires total. Les quatre laiteries sont représentées sur le Loiret, Sodial qui représente la plus grosse partie des éleveurs, ensuite LSDH, Lacte Union et Tribala. Et 60% des exploitations se seraient donc engagées, à leur dire, dans différentes démarches de valorisation, comme Sécule Patron, l'agriculture biologique, Cap2R, sans OGM, etc. En ce qui concerne maintenant les outils de production, pardon Muriel, je reviens encore un petit peu avant, si c'est possible, merci. On a de plus en plus de robots de traite sur les exploitations, puisqu'ils représentent maintenant, qui sont présents maintenant dans à peu près un quart des exploitations. On a sur ce panel un peu plus de 2 bâtiments d'élevage et presque 2 bâtiments de stockage par exploitation. Ces chiffres-là sont surtout intéressants quand on regarde les besoins qui ont été exprimés. Et donc, on a plus de 30% des exploitations qui expriment encore un besoin de bâtiments de stockage ou d'élevage. Et puis, on a quelques données également sur la commercialisation en circuit court, sur les autres activités et ateliers présents sur les exploitations. Cette fois-ci, c'est bon. Alors, au-delà de quelques données sur la typologie des élevages, on a également questionné les agriculteurs sur leur vision de la filière, ses atouts, ses opportunités, ses menaces et ses faiblesses. Et donc, il ressort de ces entretiens les enjeux de la filière locale exprimés par les éleveurs. Donc, 4 principaux enjeux repris ici. Le principal enjeu pour eux, c'est maintenir le nombre d'élevages, assurer le renouvellement des générations, avec pour eux, en fait, derrière l'intérêt de préserver la proximité de certains services, les vétérinaires, la maintenance des outils pour la traite notamment, mais aussi la préservation de la diversité des débouchés, d'avoir plusieurs opportunités locales, de garder un dynamisme terrain, et puis aussi le moyen de mutualiser des coûts de collecte, des coûts de matériel en CUMA, des coûts de services, etc. Deuxième enjeu, sécuriser et accompagner la résilience des exploitations, donc avec plusieurs points, chercher notamment à sécuriser le foncier et l'autonomie fourragère, et puis aussi favoriser l'accès à l'irrigation. Proposer également des solutions d'emploi pour faire face notamment à la pénibilité et à l'astreinte de la traite. Maintenir les aides aux investissements à travers le PCAE, le cap filière, et puis travailler également à une meilleure rentabilité des élevages, amélioration donc de la rémunération, en créant notamment un petit peu plus de valeur ajoutée, si c'est possible, sur les exploitations. Donc, avec des exemples qui ont pu être cités, comme la transformation, mais également la recherche de démarches de certification, qu'elles soient environnementales ou pour la production de lait. Il s'agira aussi donc pour eux d'accompagner l'évolution des systèmes de production pour les exploitations qui pourront le faire, et tout cela le faire réellement en lien avec les opportunités de marché qui vous seront présentées dans la suite du webinaire. Des opportunités de marché qui peuvent être locaux, mais également un petit peu plus nationaux. Locaux, on pense notamment à tout ce qui va être alimentation de proximité, restauration collective, par exemple. Dernier point, pour les éleveurs, l'importance de faire reconnaître l'élevage français. Ils attendent donc d'améliorer l'image
renforcer l'attractivité de ce métier, pour ce métier, hein, notamment en mettant en avant les services rendus, que ce soit des services environnementaux, par exemple, mais aussi leur savoir-faire. Merci Agathe. Pour continuer, donc, lors de cette enquête, les éleveurs ont exprimé également les atouts d'un atelier bovin-lait en complémentarité notamment d'une exploitation de céréales en grande culture, avec vraiment un intérêt de ce type d'atelier, de valorisation de la paille, des céréales autoproduites, un intérêt également avec l'introduction de cultures qui permet d'allonger les rotations. Donc ça, c'est des choses que vous allez voir notamment dans l'exemple de création d'un atelier bovin-lait en agriculture biologique qui sera présenté en fin de webinaire, mais qui est le cas quelle que soit la filière. Un atelier bovin-lait permet également en fait, de produire des amendements. Donc, avec le contexte actuel de coût des intrants, c'est quelque chose qui est quand même important, mais qui est aussi important en termes d'apport pour la matière organique et donc pour améliorer, on va dire, la qualité et la vie des sols. À titre d'exemple, au niveau de la production d'amendements organiques, on peut, pour un atelier de 65 vaches laitières en agriculture biologique, identifier qu'il y a un peu plus de 500 tonnes de fumier, qui est du fumier pailleux, qui est produit chaque année. Donc là, vous avez dans le tableau les équivalences en termes d'azote, de phosphore et de potasse en unités. Et du coup, sachant que vous voyez que l'intérêt, il est vraiment important par rapport à la fumure de fond, mais également quand même un apport d'azote organique qui est important, mais qui, lui, n'est pas complètement, enfin, qui n'est pas totalement libéré, puisqu'on a des coefficients d'équivalence qui est de l'ordre de 30% dans le cas du fumier bovin. Donc, lorsqu'on identifie l'équivalence en quelque sorte en valeur économique d'engrais, on peut, dans ce cas-là, estimer qu'il y a à peu près 4 000 euros, un peu plus de 4 000 euros, 4 300 euros chaque année, qui peut être économisé à, on va dire, à valeur fertilisante équivalente si c'était apporté au niveau chimique. D'autre part, ce type d'atelier, cette taille d'atelier permet d'apporter de la matière organique et donc une équivalence de 45 tonnes d'humus. Dans les atouts d'un atelier bovin-lait, on note aussi un intérêt par rapport à la main-d'œuvre, puisque vous allez le voir, en fait, c'est quand même une production qui nécessite une organisation du travail et qui peut du coup permettre l'installation d'une personne supplémentaire sur l'exploitation lorsqu'on développe un atelier lait, ou pourquoi pas l'embauche d'un salarié. Donc, en termes de main-d'œuvre, on a une confortation qui est possible. Un autre atout important, c'est l'apport de trésorerie, puisque chaque mois, là, pour le coup, on a un paiement de la collecte de lait. Donc, vraiment, on a un apport très, très régulier et qui, du coup, est quand même plutôt intéressant en termes de trésorerie. Et c'est une production, comme la plupart des élevages, qui permet de valoriser des terres où les potentiels de sol, en termes agronomiques, seraient plus faibles. Donc, pour en fait vous préciser un petit peu tout ça et surtout concrétiser l'atout en fait de l'élevage laitier sur une exploitation de type céréales, donc dans un système de polyculture et élevage, je vous propose du coup de laisser la parole à Alexandre Berruet qui a bien voulu se prêter au jeu du témoignage et qui va vous présenter son exploitation, son installation également et voilà, les intérêts qu'il y trouve. Alexandre, je te laisse la parole. Ouais, merci Muriel. Bonjour à tous, Alexandre Berruet, donc je suis installé depuis à peine 2 ans maintenant sur une ferme de 130 vaches laitières en Primeustein, sur la commune de Châteauneuf-sur-Loire, c'est à côté d'Orléans du coup. Et on a 2 robots de traite, Lélie, et polyculture élevage, donc on a 300 hectares à côté, dont une bonne moitié est en surface pour les animaux. Et on a depuis 1 an une unité de méthanisation qui est en route, donc sur le site de l'exploitation. Donc moi, je me suis installé hors cadre familial, avec 2 autres associés. Donc aujourd'hui, on est 3 à travailler à 100% sur la ferme, plus 2 salariés, 1 à mi-temps et 1 à 3/4 temps.
Et donc, nous, on vend le lait à Saint-Denis-de-l'Hôtel, à LSDH. Et donc, pour justifier aussi mon installation, donc forcément, il faut du revenu supplémentaire. On avait déjà ce troupeau de 130 vaches laitières. Et on a cherché à, au lieu de toujours réduire les charges, à un moment donné, on travaille depuis 15 ans là-dessus, on a voulu augmenter les produits. Et donc, en augmentant les produits, on avait une certaine production qu'on n'a pas voulu augmenter pour garder la main-d'œuvre nécessaire. Donc, on est allé sur des marges de qualité que nous a offert le LSDH. Dans un premier temps, la nourriture non OGM. Et aujourd'hui, on est en cycle patron, c'est-à-dire qu'on rajoute du pâturage dans notre conduite de troupeau. Donc, je me suis installé avec l'aide de la Chambre d'agriculture, aussi avec la laiterie, ce qui me garantissait un prix du lait minimum pendant mes 5 années de JA. Donc, ces deux intervenants-là m'ont pas mal aidé. Et j'ai demandé les aides à l'agriculture aussi, les aides JA. Donc, forcément, j'avais besoin d'aide pour faire le dossier avec la Chambre. Nous, dans notre système, la production laitière fait vivre l'exploitation. C'est-à-dire qu'on n'a pas des potentiels de terre suffisants pour faire que de la céréale. Donc, c'est une diversification, le lait, même si elle a toujours été présente sur la ferme. Mais sans vaches, on n'aurait pas la structure qu'on a aujourd'hui. Quand on fait 40 quintaux en blé, c'est tout ce qu'on fait. Donc, forcément, on a besoin du revenu lait. Ensuite, donc nous, on fait un peu de génétique. Et voilà, après, on a eu une bonne opportunité aussi. Mes anciens associés travaillaient avec LSDH qui les a toujours suivis dans leur choix. Et donc, on est 100% autonome sur les fourrages et on cherche à être de plus en plus autonome sur la protéine, ce qui n'est pas facile. C'est un travail de longue haleine, mais il faut quand même réduire un minimum les charges comme on peut. On essaie toujours de s'améliorer. Et nous, sur les 3 associés, on est 2 vachers, donc moi-même et puis un autre associé. On est à plein temps, pratiquement à plein temps sur les vaches. Et on va donner un coup de main quand on a du temps dans les terres. Niveau journée de travail, comment ça se passe? On embauche vers 7h, 7h30. En gros, nous, les vachers, on se répartit les rôles. Moi, je m'occupe de tout l'entretien des logettes, lavage des robots, soigner les veaux, les génisses. Mon autre associé s'occupe de l'alimentation. Et donc là, on va dire qu'on a autour de 2h30 d'astreinte tous les matins, grosso modo. Et ensuite, là, du coup, on reste au niveau des vaches s'il y a à s'occuper des rallotements de génisses, surveiller les chaleurs. Et puis, on va dans les champs quand on peut en début d'après-midi. Et ensuite, on retourne vers 5h30, 6h. On retourne aux vaches pour 2h30, pareil, un peu moins 2 heures d'astreinte. Et généralement, on a fini autour de 20h30, 21h, tout dépend si on a des problèmes ou pas. Parce qu'on travaille avec du vivant, donc il y a toujours, pas toujours, il y a souvent des imprévus. Faut se le dire, c'est pas comme une agriculture où c'est moins contraignant, hein. On a quand même des animaux, donc faut toujours être là, toujours être présent et pas lâcher de l'est, hein, parce que les vaches nous le disent rapidement. Dès qu'on n'est pas en forme, les animaux ne sont pas en forme non plus. Donc voilà, après, que dire, moi j'ai toujours voulu m'installer, j'ai mes parents qui étaient agriculteurs, mes grands-parents aussi. Donc j'ai toujours eu cette envie de m'installer. J'ai travaillé pendant 2 ans au contrôle laitier avant, pas du Loiret, mais en Vendée.
pour avoir de l'expérience ailleurs. Et j'ai fait un BTS Sax et une licence pro en production bovine, lait, spécialisée en bovin lait. Donc voilà. Après, si vous avez des questions, je répondrai. Si l'unité de méthanisation, c'est un peu aussi pour boucler la boucle de notre exploitation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on écartait nos effluents dans les champs, hein, forcément, comme on l'a dit avant, pour économiser de l'engrais. Et aujourd'hui, au lieu de le mettre en champ et directement le mettre dans les champs, on produit du gaz avec et du coup, on crée une autre valeur ajoutée sur l'exploitation pour ensuite, en fin de compte, mettre la même quantité d'effluents au champ. Donc, on ne perd pas en termes d'effluents d'élevage et d'apport azoté sur nos cultures, sur nos champs. Mais en contrepartie, on s'est quand même tiré on va dire, un autre salaire quoi, avec l'unité de méthanisation. Toujours pour essayer d'augmenter nos produits en fait, sur l'exploitation. C'est toujours le nerf de la guerre. On a beaucoup investi aussi ces 10 dernières années avec l'installation de mon deuxième associé, où là, on a fait les robots de traite. Et donc là, avec moi, l'installation, on a repris des terres et l'unité de méthanisation. Alors, nous, on a toujours été une structure qui a toujours investi, parce que pour nous, l'investissement égale aussi pérennité d'exploitation. Attirer les jeunes, les installations. C'est sûr que c'est plus agréable de se lever le matin et puis d'avoir une exploitation, on va dire, pas trop, qui est un peu mécanisée quand même, qui n'est pas trop obsolète. Parce qu'on y passe quand même la majeure partie de notre temps. Hein. On y est plus souvent que chez soi, que chez nous en fait. Donc forcément, il faut avoir des bonnes conditions de travail un minimum. Donc nous, on a toujours investi pour essayer d'améliorer nos conditions de travail. Merci Alexandre. Je pense que du coup, voilà, on a une bonne idée en fait déjà de la façon dont s'est déroulée l'installation et aussi du fonctionnement de l'exploitation. Donc bien entendu, ne pas hésiter à poser des questions si nécessaire, mais du coup, on y reviendra un petit peu plus tard. Muriel, il y a une question notamment. Ah, pardon. Du coup, je n'avais pas vu. Donc, effectivement, je reprends la question qui est dans le chat. Une question de Jacques Sicot. Par rapport à ton installation hors cadre familial, comment tu es rentré au sein d'une structure qui est quand même assez importante sur le plan financier? Comment ça s'est passé, l'équilibre entre les associés et au niveau du nombre de parts, etc. Ça, c'était des questions qu'on s'est posées avant mon installation. Forcément, ça se réfléchit. Nous, on est parti du principe qu'on travaille tous les trois en permanence dessus. Donc, on a simplement divisé le capital en trois. Donc, on a chacun 33% des parts. La même rémunération parce que on travaille tous pareil. Et quand on parle à l'argent, c'est toujours un peu plus compliqué aussi hein, entre associés. Forcément, on en a parlé aussi longuement parce que c'est pas négligeable. Mais on a toujours été à l'écoute de tout le monde et mes associés voulaient aussi une pérennité de l'exploitation. Donc, forcément, on fait aussi des concessions chacun envers les autres pour que ça se passe au mieux. Mais oui, on est égalitaire sur les parts sociales, on est à 33% tous les trois. Merci Alexandre. Et donc, il y avait une autre petite question. Pourquoi tu as choisi le Loiret au niveau de cette installation? Puisque du coup, tu as baladé un peu ailleurs avant. Pourquoi le Loiret? Déjà, je suis originaire du Loiret. Hein. Mes parents étaient dans le Loiret, mes grands-parents aussi.
Et en fait, ici, Châteauneuf, c'est une ferme. Bon, je suis hors cadre familial, mais c'est comme si j'étais de leur famille. En fait, j'y vais depuis que je suis tout petit. Et j'ai toujours fait mes stages ici, à part quand j'étais en licence. Mais sinon, je les connais depuis que je suis tout petit. Donc, bon, on a une certaine confiance entre nous et c'est comme si j'étais de la famille, quoi. Après, je savais que j'allais revenir sur l'exploitation à un moment donné. C'était toujours, je l'aurais jamais caché, hein. Et il y a eu l'opportunité aussi avec la méthanisation, ça fait 3-4 ans qu'on y pense. Donc, à un moment donné, on était toujours en contact et puis à un moment donné, on s'est dit, est-ce que ça te dit de revenir à ce moment-là où on commence le projet? Est-ce que tu veux être directement dans le début du projet et puis rejoindre le GIEC à ce moment-là? Donc, moi, j'ai quitté le contrôle laitier et je suis revenu. J'ai fait quand même une année et demie une année de parrainage. C'est-à-dire que tu travailles au sein du GIEC, mais tu n'es pas installé. Déjà pour voir si l'entente se passe bien. Parce y aller une semaine par-ci par-là pendant les vacances ou quoi, c'est différent que d'être au quotidien avec les personnes. Et donc voilà, moi j'ai fait un stage de parrainage et après je me suis installé en 2000. Et juste pour terminer les questions, parce qu'après on va continuer, qu'auriez-vous envie de dire aux jeunes qui hésitent aujourd'hui à s'installer? Qui hésitent? Qui ne tente à rien n'a rien, hein. Non. Pour moi, c'est quand même un métier de passion, hein, donc faut avoir envie des vaches laitières. Donc pour ça, pour savoir si on a vraiment envie, faut pas hésiter à faire des stages, à faire aller auprès des agriculteurs, hein, et demander des stages et travailler aussi au sein des exploitations pour voir vraiment le quotidien des vaches laitières. C'est une passion. Après, tu as la fibre animale ou tu ne l'as pas, hein. Ça peut pas s'inventer, hein. C'est comme ça, hein. On voit nos salariés, ils n'ont pas la fibre animale et on ne cherche pas plus que ça à les pousser vers les vaches non plus, quoi. Il faut aimer, il ne faut pas faire de bêtises, il faut être assez rigoureux, il faut être technique aussi. Sans que ça paraisse, techniquement, on nous demande aussi d'être de plus en plus performant. Mais il ne faut pas avoir peur, quoi. Faut essayer. Avant de s'installer, il ne faut pas hésiter à aller voir dans les fermes, quoi. Moi, j'ai trouvé que mon année de parrainage était appropriée parce que tu te rends compte tu fais une campagne entière. Et nous, en plus, on a pas mal de cultures, donc c'est aussi saisonné avec les cultures. Donc, vaut mieux faut aller voir et puis voir si ça te plaît vraiment ou pas, quoi. Parce que sur le papier, oui, c'est très bien de travailler avec des animaux, etc. Mais il y a aussi la réalité quotidienne du métier. Il faut voir si tu aimes ça ou pas. Merci Alexandre pour ce témoignage très intéressant. On va continuer pour la présentation, puisque du coup, vous l'avez vu, en fait, Alexandre est revenu aussi s'installer dans le Loiret, qui est un département qui présente des atouts en termes de territoire, notamment par rapport à la localisation idéale en termes de ressources pour les matières premières. Voilà, on a de la paille et des céréales produites dans notre département, donc chez nos voisins céréaliers, et des pulpes de betterave aussi qui sont disponibles facilement auprès des sucreries. C'est un département aussi dans lequel, en termes de disponibilité des surfaces d'épandage, on n'a pas de problème en fait, pour épandre le lisier ou le fumier qui est produit par l'atelier Beauvalet. D'autre part, un territoire qui est proche des bassins de consommation. On l'a vu au travers en fait, du projet alimentaire territorial Mangeons Loiret,
qui est soutenu par le département aujourd'hui. Il y a des attentes de plus en plus importantes sur les produits laitiers, notamment transformés, que ce soit de la part de la restauration collective ou des consommateurs de la métropole orléanaise, des métropoles qu'on peut voir dans le département. Donc, sur du yaourt, des glaces ou du fromage, on sait qu'il y a potentiellement des opportunités à ce niveau-là. Également, nous l'avons dit, plusieurs laiteries présentes sur le territoire et également des services d'accompagnement technique qui sont satisfaisants. Et ça a été exprimé au travers des enquêtes menées en 2020 auprès des producteurs. Les différentes laiteries vont vous présenter justement leurs opportunités et donc des opportunités de production, notamment en termes de disponibilité d'exploitation qui vont être accédées et où du coup on a de la place sur le marché pour accueillir des nouvelles reprises d'exploitation. Vous le verrez dans le département, des possibilités d'engagement dans des démarches qualité. Alexandre en a évoqué quelques-unes, et aussi la possibilité de s'engager dans une démarche en agriculture biologique. Je vais tout de suite du coup laisser la parole à respectivement Jacques Sicot pour la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel, ensuite Benjamin Petit pour la laiterie Sodial et Charline Braque pour la laiterie Tribala. Jacques, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le groupe LSDH. Donc, c'est un groupe qui aurait dû mourir plusieurs fois. Et puis, en fin de compte, à chaque fois, on a rebondi. Donc, en 84, à l'instauration des quotas, effectivement, M. Vasnex André est parti pour mettre dans ses machines du jus de fruits, qui paraissait vraiment bizarre à l'époque pour une laiterie, effectivement. Et on était monté à l'époque jusqu'à 70% de jus de fruits, contre 30% de production laitière transformée. Et puis après, on a fait autrement. Dans les années 95, on a préféré partir sur du lait différenciant, en sachant que les consommateurs répondaient présents. Voilà, et donc aujourd'hui, le groupe, c'est 7 usines, effectivement, 2 qui font le lait, une 3e qui fera du lait d'ici 2 ans. C'est 2000 collaborateurs. Moi, je suis arrivé dans l'entreprise en 90, on était 200, vous voyez, donc l'évolution. Et 94% du chiffre d'affaires est réalisé en France. On vend principalement en France. Voilà. On peut passer à l'autre diapo. Et donc là, cette diapo, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, bien sûr, c'était juste pour vous faire voir l'importance du lait chez nous maintenant à l'heure actuelle. Quand vous voyez le lait et la crème transformés, ça fait 46% du pôle liquide qui est du lait. En fin de compte, donc, on a un gros besoin de lait et on a cessé d'augmenter la production en accueillant de nouveaux producteurs chez nous. Voilà. Donc, effectivement, LSDH, on a eu besoin d'avoir une filière propre, effectivement, par rapport à cette traçabilité, cette garantie de lait. Donc, on a 430 exploitations réparties sur 19 départements. On a 1075 producteurs. 98% du lait est sans OGM et donc 74% du lait est dans les filières cycle patron et lait équitable. Voilà. Avec construire dans le respect des producteurs aussi, bien sûr. Voilà. Donc, on peut voir l'autre diapo. Voilà. Donc, une filière construite dans le respect. Effectivement, 100% des producteurs sont rémunérés justement. Donc, on a un commissaire aux comptes qui, tous les mois, valide les prix, les sommes payées aux producteurs. On fait aussi, bien sûr, depuis quelques années, une Startbox. On réunit tous nos jeunes pendant 2 jours. Et donc là, on leur fait une formation interne entreprise. On crée du lien entre les jeunes aussi pour qu'ils puissent se concerter. Parce que le problème de chez nous aujourd'hui, dans notre région, c'est plutôt l'isolement des producteurs. Les producteurs sont à 25 km les uns des autres. Donc voilà, il y a un gros souci de ce côté-là. Et après, bien sûr, on avait une garantie juste rémunération de ces jeunes avec un contrat de 7 ans s'ils le souhaitaient. Une avance de trésorerie s'ils le souhaitent aussi et un droit à produire. Bon, ça, le droit à produire, ils ne le prennent pas forcément tous. Voilà. Et donc, on a un lait équitable certifié avec un contrat de 5 ans. On garantit les prix, les coûts. On prend en charge, bien sûr, on prend en compte les coûts, bien sûr. Voilà. Donc, je crois qu'on est la seule entreprise en France à être reconnue, en fin de compte, au niveau lait équitable, certifié par un certificateur extérieur qui est Bureau Veritas. Voilà. Et 60% de nos producteurs sont en contrat tripartite. Voilà. Bon, passe à l'autre, excusez-moi.
Voilà, donc une filière construite dans le respect, effectivement. Donc, on a eu cette chance de vouloir faire une filière différenciante par rapport à nos principaux concurrents. Et on a eu de la chance aussi d'avoir le consommateur qui a répondu présent en achetant un litre de lait plus cher. Hein, parce que ça, il fallait déjà y arriver. Et puis donc, bien sûr, on leur a amené en contrepartie du sans OGM, du pâturage. Même si on est une région où le pâturage n'est pas très développé, on est revenu à des choses quand même au minimum de 120 jours, 10 arts minimum par vache. Voilà, sans huile de palme, du bien-être animal. Bien sûr, on demande aux producteurs qui sont aujourd'hui, alors, quand on me dit 100% exploitation dans la charte de bonne pratique, j'en ai un dans le Loiret qui n'y est pas. On est bien d'accord, mais bon, voilà, on ne peut pas le sortir pour l'instant. On le garde avec nous jusqu'à temps qu'il arrête le lait. Voilà. On peut passer sur le diapo si vous voulez. Donc là, il y avait ce projet de lait bio. Effectivement, donc on a le lait bio C'est qui le patron qui est en projet. On a aussi un lait bio Casino. Et puis donc, on a un développement avec le lait bio Carrefour, où là, il y avait une rémunération à 500 € tonne de lait, prix garanti au contrat. Et donc, j'ai une tournée, bien sûr, bio dans le Loiret, qui va dans Lyon aussi, qui représente qu'une petite tournée de 9000 litres de lait tous les 3 jours, on est bien d'accord. Et j'ai quelques éleveurs bio, j'en ai 2 au moins qui sont en grande difficulté financière. Donc, ce n'est pas facile de faire du bio. Et je pense qu'il faut être un très, très bon conventionnel pour pouvoir aller vers le bio. Voilà. On peut passer à l'autre. Voilà. Et donc, bien sûr, on est parti sur le Cap 2R, donc tout ce qui était empreinte carbone, exploitation. Aujourd'hui, tous nos éleveurs qui sont dans C'est qui le patron dans le sens OGM ont eu l'audit Cap 2R deuxième niveau. Et après, on fait ces 2 jours de formation. Certaines formations se finissent cette année. Voilà. Et donc, nous, on souhaitait effectivement qu'on rentre tous au panel et puis qu'on essaie d'améliorer dans les fermes, à la fois sur le plan financier et puis aussi sur le plan de l'éthique, de l'image. Donc voilà. Et puis donc, on a une ferme parisienne qui est HVE3. Bon, là, ça sera plus compliqué d'en amener plusieurs, mais j'en ai une autre dans le Loiret qui est HVE3 aussi d'ailleurs. Voilà. Bon, bien, si vous avez des questions, je pense que c'est fini. Oui, merci Jacques. Ce que je vous propose, c'est de continuer en fait avec la laiterie Sodial et après, on fera un petit point s'il y a des questions après chacune de vos interventions. Voilà. Donc là, du coup, je laisse la parole à Benjamin Petit. Oui, bonjour, donc Benjamin Petit. Donc moi, je me présente déjà par rapport aux autres laiteries. Donc, on est une coopérative. Donc, moi, je suis aussi producteur de lait dans le secteur et donc je suis administrateur, donc élu au sein par les producteurs de ma laiterie, quoi. Donc, par rapport à la diapo d'après, s'il te plaît. Donc, la différence, c'est qu'on est tous des sociétaires, on est engagés. Donc, on a un engagement de 5 ans, on est tout le temps collecté avec du débouché, nous apporte un service. Donc, par rapport à la valeur, c'est une voix, une personne, quoi. Au sein d'AGAEC, tout le monde a, si on est plusieurs associés, on a tous une voix pour voter, comme dans une coopérative, quoi. Et donc, notre mission, la mission de la coopérative, donc tout le monde a la détention de parts, la possibilité de participer à la gouvernance, donc comme moi, donc de pouvoir s'exprimer sur les choses qui vont et qui ne vont pas, et la mission de la coopérative, collecter et valoriser le lait de tous les sociétaires. Donc on voit que cette coopérative Sodial est présente sur tout le département français, donc 10 000 exploitations laitières, un cinquième des fermes laitières, donc 4,5 milliards de litres de lait. Et donc, on a 71 usines, dont une dans le Loiret, qui est à Courtenay, et 87 producteurs dans la région centre. On voit notre répartition sur tout le territoire français, quoi. C'est la suivante. Donc, si je fais un focus un peu, donc la région centre-est, c'est une région, on va dire, politique de chez Sodial, donc qui regroupe le Loiret. Donc, on voit notre usine Courtenay qui fait du brie de Meaux avec une zone AOP brie de Meaux dans le Loiret. Donc, on a quelques producteurs là-dedans et de la zone. Et donc après, il y a aussi des laits différenciés, mais qui sont plus sur les autres zones hors Loiret. Et peut-être qu'un jour, il y aura des laits différenciés sans OGM ou autres sur le Loiret. Et il y a aussi une collecte des producteurs bio sur le Loiret.
Donc, par rapport à Sodial, donc, pour encourager les jeunes à s'installer au sein de Sodial, donc, il y a la Sodial Box. Donc, c'est une enveloppe totale de 10 000 € qui est répartie en différents paliers. Donc, le premier, c'est la route de lait. Donc, la route de lait, ce qui se comprend, c'est tout ce qui est charte de bonne pratique. Maintenant, il va y avoir intégré le Bovil Well avec le bien-être animal et puis tout ce qui est tout ce qui est connaissance des élevages. En fait, ça permet à Sodial de connaître ces élevages pour pouvoir commercialiser bien son lait. Donc, il y a différents paliers sur cette route du lait. Donc, pour pouvoir améliorer les qualités, donc il y a 35% des 10 000 € qui sont consacrés à ça quand on s'installe en jeune. 45% des 10 000 € qui sont dans un deuxième pilier qui est la formation. Donc, par rapport à la formation, aussi, donc par rapport à la formation, on a aussi le BTPL qui nous aide à faire tout ce qui est marge technico-économique pour essayer d'améliorer nos élevages de plus en plus performants. Et il y a aussi le service de remplacement et tout ça, c'est pris en compte dans les 10 000 €. Il y a aussi une aide pour même les autres éleveurs au sein du service de remplacement. Tous les ans, il y a une enveloppe de 230 € de prix par la laiterie. Et donc, le troisième pilier, donc, c'est aide au capital social, étant donné que nous sommes sociétaires, donc on a tous un capital social, donc ils nous offrent 2 000 € à l'installation. Et on a aussi une aide en plus qu'on voit en bas, aide à la trésorerie, c'est au cas où si le prix du lait passe en dessous un seuil de 320 €, il y a une aide à la trésorerie pour pallier à cette baisse. Et donc, à chaque installation, un jeune peut bénéficier d'une attribution de 300 000 litres de lait. Je vais passer à la suivante. Donc, par rapport à tout ce qui est la gamme bio, donc ça, on voit différents produits de la gamme biologique qui se développent. On a quelques producteurs dans le Loiret. Donc, actuellement, étant donné la conjoncture bio assez compliquée, il n'y a plus trop de conversion bio, sauf si c'est un jeune qui veut s'installer en agriculture biologique, Sodial le suivra. Donc, ça doit être fini. Voilà. Merci Benjamin. Je vous propose de passer la parole à Charline Braque pour la laiterie Tribala et on fera un petit point s'il y a des questions sur chacune de vos présentations. Pardon. Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Charline Braque. Donc, je travaille pour Riant depuis 10 ans maintenant. Donc, la laiterie Tribala, on peut passer. Donc, la laiterie Tribala collecte 450 exploitations dont le lait est transformé sur 14 sites en région centre, sur la France, pardon, et aussi 2 donc en Californie et 1 en Espagne. Donc, 6 sites de fabrication en région centre Val-de-Loire. Les activités de l'entreprise, donc, on couvre les 3 espèces, donc lait de vache, lait de brebis et lait de chèvre. Rapidement, les produits fabriqués, donc l'ultra frais, donc les faisselles, la fameuse faisselle de vache et la faisselle de chèvre, les yaourts au lait de chèvre et au lait de brebis, les fromages, donc fromage frais et 9 fromages affinés sous AOP, donc l'AOP plutôt en chèvre et puis 2 en vache dans la zone est. Et les desserts lactés, la crème brûlée, les panna cotta, les fameux fondants au chocolat, etc. C'est bon. Donc, pour parler rapidement de la collecte de lait dans le Loiret, donc nous, on est assez petits. Donc, en lait de vache, on a 5 producteurs pour 2 400 000 litres et en chèvre, 9 producteurs pour 1 200 000 litres. Donc, je vais simplement vous présenter notre responsabilité sociétale. Donc, on a co-construite avec les 450 producteurs par le biais des 9 OP. Et nous avons aussi des partenariats avec des ONG, donc ONG environnementale avec WWF, ONG Bien-être Animal qui est CIWF France, et nous sommes refuge LPO sur le site de Riant depuis 2020. Et le but étant de développer tous ces sites, sur les 14 sites. Donc, l'ARS, c'est laiterie familiale engagée.
qui comporte donc 4 axes d'amélioration responsable. Donc, le premier, c'est l'engagement auprès des collaborateurs et des territoires, la transmission de la passion et du savoir-faire, la réduction de l'empreinte environnementale et le quatrième qu'on va voir tout de suite, l'élevage durable et responsable. Donc, on a 3 domaines, donc j'ai mis quelques exemples à chaque fois à destination des éleveurs. Donc, pour ce qui est du bien-être animal, on va essayer de garantir un accès à l'extérieur pour tous les animaux, vaches et chèvres, favoriser par exemple les relations sociales dès le plus jeune âge. On propose des formations aux éleveurs pour tout ce qui est éthologie, donc sciences du comportement des animaux. Et on organise également des formations sur les bourgeonnages et la prise en charge de la douleur. Donc ça, c'est des exemples, il y en a d'autres. Au niveau de la protection de l'environnement, nous souhaitons passer à une alimentation 100% française d'ici 2025. Donc tout ce qui est déforestation importée, pardon. On va réaliser les CAP 2ER, on organise des formations à l'agroécologie avec des experts et scientifiques et des ateliers agroforesterie. Au niveau de la durabilité du métier, qui est donc le 3e domaine, donc bien sûr, maintien des installations, juste rémunération du prix du lait. Donc, on a un prix du lait qui est au minimum 20 € supérieur à la moyenne France Agrimaire et des jours de remplacement qui seront aidés pour chacun des producteurs. Donc, accompagnement des porteurs de projets dans le Loiret. Donc, voilà ce qu'on peut proposer à des éventuels porteurs de projets. Donc, bien sûr, rémunérer le lait en tenant compte de la valorisation de ces marchés et des coûts de production des producteurs. Encourager l'installation de nouveaux producteurs de lait, donc au travers de l'attribution de volumes supplémentaires, donc jusqu'à 125 000 litres de lait en lait de vache pendant 3 ans, si le jeune demande. Et bien sûr, la garantie d'un prix minimum garanti pendant 7 ans. Donc ça, c'est inscrit sur la convention individuelle. On propose aux producteurs une solution et un débouché pérenne dans le cadre de la mise en place de notre démarche RSE. Et on apporte une aide de 17 € par jour par exploitation pour le service de remplacement sans autres conditions particulières. Voilà. Merci Charline pour cette présentation. Donc, je n'ai pas obligatoirement repéré de questions dans le chat, mais il y a peut-être certains d'entre vous qui souhaitent intervenir. Ça peut être le moment. Après, on peut aussi, vous pourrez profiter de la présence de chacune des laiteries à la fin de notre webinaire pour poser vos questions si vous le souhaitez. Je ne vois pas de main levée, donc je vous propose de continuer sur la création d'un atelier bovin-lait sur une exploitation céréalière, donc un exemple en fait de création dans une zone qu'on appelle plutôt zone intermédiaire. Et pour cela, je laisse la parole à Lisa Delesse. Merci Muriel. Donc effectivement, on a choisi de simuler la création d'ateliers d'élevage sur différents cas types préexistants en production de grandes cultures. Donc pour cet exemple-là, on a choisi de partir sur une exploitation de zone intermédiaire d'une SAU de 120 hectares, donc plutôt située sur le Génois. Pourquoi cette zone-là? Parce que historiquement, c'est une zone où on avait quand même un certain nombre d'exploitations d'élevage. L'élevage y était très présent et on y retrouve souvent des bâtiments d'élevage qui sont encore présents et qui peuvent être réhabilités pour remettre en place un atelier d'élevage. Donc, cette exploitation a une SAU de 120 hectares. Dans l'état actuel, elle permet de faire travailler 0,6 UTH avec un assolement de type colza, blé, orge, tournesol. Donc, on l'a dit, avec un potentiel agronomique assez faible, avec des rendements en moyenne en blé de 63 quinto-hectares et pas d'irrigation. Donc, le parc matériel est composé de 3 tracteurs, une moissonneuse-batteuse, un décompacteur, un cover crop, une herse rotative, une charrue, un cultivateur, 2 semoirs, un distributeur engrais, un pulvé et 2 bennes. Donc, pour des annuités totales autour de 20 000 €. Et le revenu disponible donc, sur cette exploitation est à hauteur de 0,85 SMIC. Donc, sur ce modèle d'exploitation, on a choisi de simuler la mise en place d'un atelier de vaches laitières conduite en bio. Donc, le dimensionnement
le choix du système fourrager et la conduite doivent être cohérents par rapport à la production attendue par vache. Et tout ça doit permettre un niveau et une qualité de vie relativement corrects. Donc, dans cette simulation, on a choisi un système bio quand même relativement intensif, avec un objectif de production par vache de 6500 litres. Donc, ça nécessite forcément de garder une part de maïs dans la surface fourragère au-delà de 15%. Donc, les animaux, on est ici sur un troupeau de race laitière de type Holstein ou croisé avec du croisement 3 voies pour garder quand même un certain niveau génétique. On est sur un troupeau donc, de 65 vaches laitières plus presque 20 génisses élevées par an, donc, ce qui représente 89 UGB. Et on a donc un volume attendu en vente bio d'un peu plus de 400 000 litres. En termes d'alimentation, donc on est sur un système qui se veut relativement intensif, mais aussi économe. Donc l'objectif, c'est de ne pas dépasser environ 1 tonne de kilos de concentré par vache laitière et par an, ce qui représente 166 grammes de concentré par litre de lait vendu, ce qui est quand même relativement efficient. La consommation annuelle de fourrage stocké par vache est à hauteur de 4 tonnes, un peu plus de 4 tonnes de matière sèche, ce qui fait qu'on valorise environ 1,7 tonnes de matière sèche d'herbe pâturée. Donc c'est vraiment important en bio d'essayer de valoriser au maximum le pâturage. Et on le verra tout à l'heure, donc dans les fourrages stockés, on essaye de trouver le bon équilibre entre maïs et herbes stockées de qualité. Pour les excuse-moi Muriel, si tu peux revenir. Pour les génisses, donc la consommation annuelle de fourrage stocké est à hauteur de 3 tonnes de matière sèche. Donc là, sur ce système, on est autonome en fourrage et on a une autonomie en concentré de 72%. Le chargement donc, se veut relativement faible, à hauteur de 0,89 UGB par hectare de SFP, puisqu'on est sur des potentiels de terre relativement faibles quand même. Et on essaye, comme j'ai dit, de valoriser le pâturage avec un minimum de 45 arts par vache laitière au printemps. Et donc, comme j'ai dit, 1,7 tonnes de matière sèche pâturée. Donc, l'introduction de cet atelier lait, il demande de revoir totalement l'assolement. Donc là, dans cette simulation, on a une SFP qui représente 100 hectares. On garde 20 hectares en céréales, mais qui sont donc plutôt du métail grain et qui sera à destination uniquement de la consommation des animaux. On part sur une rotation type, donc en bio, on recherche des rotations plutôt longues avec une présence de prairies pour faciliter d'une part le désherbage lorsqu'on retourne la prairie et un apport organique et fertilisant pour les cultures qui suivent. Donc, la rotation type sur 6 ans, avec 4 années de prairies temporaires, avec derrière une année de maïs et une année de métail grain. Donc ici, sur nos 120 hectares, donc on aurait 20 hectares de céréales, 20 hectares de maïs en silage et donc 80 hectares de prairies qui se partagent entre de la prairie pâturée et de la prairie de fauche. On achète à l'extérieur 175 tonnes de paille, puisque là, on ne peut pas être autosuffisant en paille. Donc, on est obligé de passer par l'achat parce que dans l'idée, en bio, c'est quand même de garder son fumier. On a le droit d'acheter de la paille pour la litière auprès d'exploitations en conventionnel. Par contre, on n'a pas le droit de faire de l'échange paille-fumier avec ces exploitations en conventionnel puisque le fumier doit être répandu sur des surfaces en bio. On a aussi sur cette exploitation donc 20 hectares de métail fourrage qui sont en dérobé, donc souvent sous couvert, en utilisant donc ce métail pour semer de l'herbe sous couvert, donc nos prairies temporaires sont semées sous couvert de ce métail, ce qui est une technique relativement efficace, notamment en bio. Donc, les investissements à prévoir dans ce cas, donc, on réhabilite, comme on l'a dit, un bâtiment d'élevage préexistant avec une surface en air paillé de 400 mètres carrés. Donc, pour aménager ce bâtiment, donc, le remettre en état, acheter des cornadis, des barrières, des têtes de silo, etc., on compte
environ 30 000 € hors taxes. Pour tout ce qui est matériel d'élevage, donc d'occasion, hein, une salle de traite de 2 x 5 postes, chargeurs, pailleuses, bol mélangeurs, presse, etc. Donc là, on compte 91 000 € d'investissement. Et enfin, pour le cheptel, donc de 65 vaches laitières et la suite, 80 000 €, ce qui fait un total un peu plus de 200 000 € d'investissement. Il faut compter du coup de l'ordre de 25 000 € d'annuité pour la mise en place de cet atelier sur 15 ans, hors aide PCAE et Cap Filière qui peuvent dans ce cas-là aider fortement pour ces investissements. Au niveau donc, du métier au quotidien et donc, de la charge de travail que représente cet atelier, donc, le travail, il se répartit d'abord par du travail d'astreinte, donc tout ce qui va être traite, alimentation, litière, soins ovaux, etc. Donc, sur cet atelier, ça représenterait 67% du volume de travail. Les travaux sur les cultures, donc le travail du sol, semis, récolte, etc., ça représente 20% du volume de travail. Et les autres travaux, entretien, réparation, suivi de la compta, la gestion, les réunions, les formations, donc c'est environ 500 heures par an. Donc on a un total de presque 4000 heures de travail par an sur cette exploitation. Donc là, on va avoir besoin de 2 UTH. Donc on a choisi dans cette simulation d'embaucher un salarié à temps plein, donc 35 heures. Et donc, ce qui fait qu'on enlève 1600 heures à notre volume de travail total et il resterait pour l'exploitant 2370 heures de travail, donc ce qui représente environ 48 heures par semaine si on compte 3 semaines de congé par an. Et donc, comme vous pouvez voir, la répartition du travail sur l'année, 2 principaux pics de travail, donc sur le printemps avec tout ce qui est récolte d'herbes, ce qui est quand même la grosse partie en bio. Et puis à l'automne, avec les semis de métailles et de céréales et de prairies qui représentent aussi un temps important sur cette période-là. Donc, si on regarde un peu plus près l'approche technico-économique de cet atelier, donc là, en termes d'indicateurs, on part plutôt sur une volonté, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez intensive, avec donc, des génisses qui veulent à 30 mois, avec un taux de renouvellement environ d'un tiers, et on valorise nos réformes à hauteur de 900 €. Donc, les génisses donc, sont élevées au lait entier et en bio doivent être sevrées au minimum à 3 mois. Donc, on a une partie du lait qui part à la destination de l'alimentation des génisses, ce qui fait qu'on a un lait vendu par vache attendu autour de 6200 litres par vache. Donc, on a pris un prix du lait sur la base du prix moyen français sur l'année 2020, qui était à hauteur de 460 € des 1000 litres, ce qui représente un peu plus de 185 000 €. Au niveau du produit viande, donc on a un peu plus de 25 000 € de produits sur nos réformes et nos veaux, sachant qu'on n'a pas de valorisation en bio sur les veaux, donc uniquement nos réformes qui peuvent être valorisées en bio. Et puis, donc les aides à la vache laitière, 1 500 € dans ce cas. Donc, le total produit sur l'atelier lait atteint un peu plus de 210 000 €. Et en face, donc, on a un peu plus de 28 000 € de charges d'aliments concentrés. On a compté 20 tonnes de concentré azoté achetés dans ce cas-là. Nos charges de SFP atteignent 22 600 € et nos charges d'élevage un peu plus de 16 000 €. Donc 67 000 € de charges opérationnelles. Donc au total, notre marge brute sur l'atelier lait atteint 146 231 €, ce qui représente 362 € par 1000 litres. Donc, en bio, on aime bien plutôt ramener ça à la vache laitière. Donc, notre marge à la vache atteint 2 250 € sur cette simulation. Donc, au total, sur ce cas type, donc, nos produits atteignent 240 000 €, 71 000 € de charges opérationnelles et 109 000 € de charges de structure en comptant la MSA et les impôts. Donc, le BE qui est atteignable hors aide PAC, avec aide PAC, pardon, mais hors aide à la conversion bio ou aide au maintien,
atteindrait 59 000, un peu plus de 59 000 euros. Donc, avec des annuités à hauteur de 35 000 euros, ça laisse un revenu disponible pour l'exploitant de 24 342 euros, ce qui représente environ 2 000 euros par mois par exploitant. Et donc, notre BE sur produit atteint 25%. Donc, on est vraiment là sur, résumé, sur un changement complet de système d'exploitation. Donc, on partait donc avec une exploitation, je vous rappelle, de 120 hectares de céréales, avec une personne qui représentait 0,6 UTH et un revenu disponible d'un peu plus de 12 000 euros, qui représentait 85% du SMIC. Et là, donc, on atteint un atelier donc, avec 89 UGB lait, 120 hectares qui sont transformés donc, pour 100 hectares en surface fourragère et 20 hectares en céréales autoconsommées. L'embauche donc d'un salarié et donc le travail cette fois-ci à temps plein de l'exploitant, donc 2 UTH sur l'exploitation, l'aménagement d'un ancien bâtiment et donc une conduite de ce troupeau en bio. Donc on atteint un revenu disponible pour l'exploitant, je l'ai dit, d'un peu plus de 24 000 euros, donc qui représente 160% du SMIC. Donc voilà, cet atelier permet quand même de doubler la rémunération permise pour l'exploitant. Merci Lisa pour cette présentation. Il y a une question dans le chat de la part de Valentin, donc possibilité de systèmes plus extensifs avec des jerseys par exemple, qui valorisent mieux les fourrages grossiers et qui sont plus résistants. Donc est-ce que c'est possible? C'est plutôt ça la question. Et un autre système qui peut être à réfléchir dans un projet au regard du coût des concentrés, notamment en bio. Je ne sais pas si Lisa, tu... Tout à fait. Non, j'ai choisi ici l'exemple d'un système relativement intensif avec une part de maïs importante et des animaux de race typée Holstein, mais effectivement, d'autres systèmes plus extensifs avec une valorisation d'herbe plus importante peut être envisagée avec des animaux effectivement de type jersey ou encore simmental, montbéliard ou autres, qui permettent aussi d'apporter un plus sur le prix du lait grâce à une qualité du lait plus importante, plus intéressante, et notamment la race jersiaise qui permet d'avoir des taux très intéressants. Merci Lisa. Je vois que Bruno Verkest a une question. Bruno. Bonjour à tous. Non, je voudrais juste revoir la dernière diapo là, sur les rémunérations par rapport aux UTH. Oui, j'essaie de la remettre. Parce que j'ai une question par rapport à ça. Parce que... Ouais. Voilà. Donc, je voudrais un peu plus de précision quand même, parce que c'est marqué effectivement 120 hectares de céréales à 0,6 UTH rémunérés à 85% du SMIC. Donc, c'est 0,6% d'un UTH, donc c'est 0,6% 60% de temps de main-d'œuvre. Et de l'autre côté, on voit effectivement, si je reprends les chiffres des heures faites par l'exploitant en termes de production de lait bio, on montait à 2400 heures, il me semble, de mémoire. Et effectivement, je veux dire, on double quand même les horaires de travail pour 160% du SMIC, quoi. Moi, j'aurais voulu quasiment qu'on revienne effectivement à l'heure de travail. C'est un dada aussi au niveau des responsables laitiers d'avoir une rémunération à la hauteur du travail qu'on exécute et qu'on fait tous les jours sur nos exploitations pour valoriser le lait, pour faire du lait. Oui, tout à fait. D'autant que là, sur le cas initial, en effet, la personne peut avoir un travail à côté qui apporte aussi un revenu. Donc, il faudrait pouvoir ramener tout ça à l'heure, effectivement, ça serait plus juste de ramener ça à l'heure de travail effectué. Juste une deuxième question, c'est tu as mis effectivement dans ta simulation un prix à hauteur de 460. Dans les laiteries qui ont parlé tout à l'heure, il y en a une notamment qui s'est exprimée sur un 500 €. Oui, c'est ça. Tu voulais finir Non, c'était juste une remarque, quoi, parce que tu aurais pu le prendre en compte dans ta simulation. Je pense que ça aurait été. Tout à fait, oui. Mais bon, voilà, c'était aussi un moyen de garder quand même une certaine marge de sécurité. Mais effectivement, sur le Loiret, c'est cet atout qui est aussi important. En termes de valorisation en bio, LSDH propose un prix tout à fait intéressant.
Merci. Valentin, une remarque dans le chat qui précise qu'effectivement, quand il n'y a pas de bâtiment, on peut aussi avoir la possibilité d'aider le remboursement par le photovoltaïque. Là, dans le cas effectivement présenté par Lisa, on est sur l'aménagement d'un bâtiment, donc avec du coup des coûts qui sont réduits en termes d'investissement au départ, mais on peut aussi, lorsqu'on est amené à construire complètement un bâtiment, solliciter, utiliser en fait la possibilité du photovoltaïque pour réduire en fait le remboursement. Et si cette partie vous intéresse, les différents moyens d'investir dans le photovoltaïque ont été développés lors du webinaire sur les bovins viandes. Donc, je vous invite à retourner le voir pour avoir plus de précision sur cet aspect-là. Peut-être d'autres remarques? Oui, petit Benjamin. Donc, oui. Un petit mébol par rapport aux investissements. Après, donc, vous mettez des investissements sur 15 ans, mais il n'y a aucun renouvellement de matériel. Donc, s'il achète du matériel d'occasion dans 15 ans, donc sa rémunération le matériel ne va pas l'acheter au même prix, donc sa rémunération va baisser. Après, donc, c'est ça. En fait, là, on fait un instant T, on emprunte sur 15 ans, mais par contre, on ne voit pas l'après du truc, quoi. Alors, j'ai pas tout mis sur 15 ans. Hein. On a affiché 15 ans en moyenne, mais tout n'est pas sur 15 ans. Et puis, dans les annuités, il y a une partie des annuités qui étaient déjà en place initialement dans le système initial, en fait. Donc, dont une partie qui est sans doute amenée à être renouvelée. Donc, pour moi, le renouvellement est quand même inclus dedans. Puisque les tracteurs, notamment, étaient déjà présents. Donc, ils font partie des annuités qui étaient déjà présentes. Et peut-être préciser que le système dégage quand même une marge de sécurité qui, du coup, permet justement de pallier effectivement au problème de matériel qui peut être abîmé et qu'on doit remplacer ou réparer. D'accord. Et que les amortissements sont bien pris en compte dans notre étude économique. Les simulations qu'on peut faire, les amortissements sont bien pris en compte selon la durée effectivement qui est prévue pour chaque matériel. Donc, normalement, c'est des études sur 5 ans. En fait, on répartit à peu près sur 5 ans. Et là, c'est des moyennes. Enfin, c'est le résultat atteint au bout de 5 ans sur ce projet-là. Voilà. Merci, Agathe, pour la précision. Je ne vois pas obligatoirement d'autres remarques dans le chat. Je vous propose de clôturer, donc de terminer en fait, le webinaire en termes de conclusion, sauf s'il y avait d'autres questions, mais je n'ai pas obligatoirement vu de réaction. Du coup, pour conclure, sur l'intérêt en fait, les atouts en fait d'un atelier bovin-lait, vous l'avez vu, c'est une opportunité viable et notamment dans notre département puisqu'on a une collecte qui est assurée par des laiteries qui peuvent être diverses et qui ont des débouchés aussi diversifiés. Donc, vous l'avez vu dans les présentations détaillées et intéressantes des 3 laiteries qui étaient présentes aujourd'hui, que l'atelier permet de sécuriser le revenu. Donc, on avait l'exemple avec un atelier bio, mais comme ça a été précisé, on a d'autres exemples et Alexandre en est également le témoin de l'intérêt en fait d'une sécurisation du revenu par un atelier bovin. C'est une production, les productions d'élevage, c'est quand même important de savoir qu'elles sont soutenues au niveau politique dans notre département, puisque le conseil départemental, dans le cadre du programme Osons l'élevage, a réaffirmé son soutien aux exploitations qui souhaitent se moderniser et se développer, et donc apporte en fait un complément d'aide, une enveloppe supplémentaire dans le cadre des aides PCAE. Donc ça, c'est quand même important, on va dire, pour notre département. C'est une production, comme la plupart des productions d'élevage, qui est vraiment un intérêt agronomique au niveau de l'exploitation par l'apport de fertilisation et l'incorporation de fumier et donc de matière organique. Et également, comme ça a été suggéré là dans les remarques, du coup, une production qui peut permettre d'utiliser des anciens bâtiments, des bâtiments existants, qui sont quand même présents dans certains secteurs de notre département, ou éventuellement de construire un bâtiment en utilisant avec du photovoltaïque et donc qui permet de réduire les investissements au démarrage.
Un petit mot quand même sur les conditions de réussite de votre projet, mais je ne vais pas m'étendre parce que je trouve qu'Alexandre l'a très, très bien exprimé tout à l'heure. Vraiment, l'importance, en fait, lorsqu'on s'engage dans un métier d'éleveur, d'avoir la fibre animale, d'être motivé également pour se former, d'avoir la volonté de se former. Ça a été aussi bien expliqué. D'anticiper en fait l'astreinte qu'il peut y avoir sur l'exploitation. Donc, de raisonner l'organisation de son travail au niveau, par exemple, d'une structure, type GAEC avec plusieurs associés, ou de faire intervenir des outils comme le service de remplacement, de ne pas hésiter à embaucher des salariés également pour répondre à cette problématique d'astreinte spécifique quand même à la production laitière, de quand même bénéficier de capacités d'investissement au démarrage de son projet, et aussi, ça on le dit toujours en fait, d'être patient, puisqu'en fait il y a toujours quand même un temps important, qui peut être plus ou moins important pour la phase d'émergence du projet, pour anticiper la construction des bâtiments et également la constitution du cheptel quand on démarre vraiment de zéro. Voilà. Pour vous accompagner, donc vous l'avez également en fait, là vous avez vu en fait, on vous a présenté un exemple de création d'atelier, en plus sur une filière qui est la filière bio, mais bien entendu il faut que l'atelier soit adapté au temps qui est disponible sur l'exploitation, à vos surfaces, vraiment à votre contexte, à vos objectifs personnels également. Et pour mener à bien votre projet, du coup on vous engage vraiment à réaliser une étude de faisabilité spécifique, soit dans un accompagnement à l'installation lorsque vous êtes jeune et donc dans le cadre des JA, mais également si vous êtes exploitant et intéressé aujourd'hui par la création d'un atelier, vous pouvez contacter le point d'accueil Osons l'élevage dont le numéro de téléphone est affiché sur cette diapo, pour vous permettre en fait d'avoir les contacts justement des différentes partenaires qui accompagnent le projet et de pouvoir être vraiment accompagné tout au long de l'émergence de votre projet et aussi de la mise en route, à la fois pour les démarches administratives, etc. Et surtout pour pouvoir vous accompagner avec le partenaire qui répondra à votre besoin. Voilà, donc pour terminer, du coup, je vous remercie d'avoir écouté attentivement notre webinaire. Je remercie également les partenaires de la filière qui étaient présents, donc les laiteries de Saint-Denis-de-l'Hôtel, la coopérative Sodial et Tribala. Et je remercie Alexandre pour son témoignage, et je vais laisser Valentin clôturer ce webinaire. Bien. Pour le dernier mot. Bon, merci à tous et notamment à tous les intervenants pour l'ensemble des informations qui ont été données. Le webinaire, il montre bien l'ensemble des acteurs qui restent très impliqués, notamment les laiteries qui assurent une collecte sur l'ensemble du territoire, et elles se veulent motrices notamment. Également un réseau de conseils et de services encore présent. Voilà, c'est quand même un atout pour démarrer. Et surtout des producteurs volontaires et passionnés. On l'a bien vu au travers du témoignage notamment. Nous pouvons oser l'élevage, faire oser l'élevage laitier et y croire en notre filière. Voilà. Des entretiens perspectives réalisés en 2020 et 2021, comme je vous le disais tout à l'heure, auprès des producteurs, qui révèlent d'ailleurs que plus de 78% des exploitations espèrent développer ou maintenir l'atelier dans les 5 ans. Nous avons donc devant nous 5 années fondamentales pour répondre aux attentes exprimées par les producteurs dans l'enquête autour de thématiques comme l'embauche, la recherche d'autonomie fourragère, les besoins de stockage et la recherche de valeur ajoutée. Donc, ces 5 années fondamentales pour accompagner les exploitations concernées, notamment dans la transmission, faire connaître le métier aux nouvelles générations, sécuriser et réussir les installations, étudier les nouvelles opportunités de marché également. Il s'agit maintenant pour l'ensemble des acteurs de la filière de mettre en œuvre le projet Ambition Lait 2030, qui reposera sur plusieurs points, notamment le partage des ambitions communes, la construction d'un plan d'action partagé,
un travail en synergie entre acteurs de la filière de la Chartre Ozon-l'élevage, notamment avec le Criel, Calilet, Alizé, la Chambre d'agriculture, les laiteries, les centres de gestion, les organismes bancaires, les assureurs, etc. Des réunions devraient se conduire durant l'hiver pour revenir vers l'ensemble de la filière au printemps avec des actions plus concrètes. La réussite de ce projet repose sur l'implication de tous. Aussi, nous vous invitons à nous faire remonter vos idées. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous solliciter pour échanger sur vos projets et être accompagnés. Et encore une fois, merci à tous pour votre attention durant ce webinaire. Et puis, on vous dit à bientôt.